Bonjour à tous, vous l'attendiez, nouvel épisode d'Apéro Pistache et Littérature. Et aujourd'hui, ça va être que du plaisir parce que j'ai la chance d'être avec Emmanuel Brolt. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Romain. Rémi. Rémi, c'est pas, mais ça me va bien, Romain. J'aurais dit à mes parents, ça me va très bien. Comment allez-vous? Comment allez-vous dans cette période quand même passante? Bah écoutez, je me suis installé là maintenant dans le confinement. Il y a eu un moment où j'étais chafouin. Et puis là, j'ai pris mon rythme et c'est pas si mal. Quand on sait que ça s'arrête, évidemment. Hein, mais c'est pas si mal finalement le confinement, sous certains aspects en tout cas. Ouais, faut trouver le positif, même si on espère que Ouais. le bout du tunnel arrive, on va voir. Hein. Il est le 17 avril à l'heure où on se parle, on verra ce que ça va donner dans les jours à Ouais. venir, mais à voir, à voir. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi parce que Emmanuel Broll, c'est mon coup de cœur de la rentrée 2017. Alors attention, coup de cœur lettre it be, ça rigole pas. Je suis un peu Ouais. l'Oprah Winfrey de mon quartier. Donc attention, c'est quelque chose de sérieux. Donc voilà, je suis ravi de vous recevoir. On va forcément discuter de votre premier roman, Les Peaux Rouges. Il est là, hop, il est là. Et puis on va venir tout doucement à votre deuxième livre qui n'est pas encore sorti. Il va y avoir du scoop, il va y avoir de l'info. J'ai eu la chance de le découvrir, il est là. Donc on va parler de tout ça, on est ensemble pour des dizaines de minutes. On va rigoler, on va s'amuser, on va parler bouquin. Et forcément, la première question un peu de l'actualité. Comment occupez-vous vos journées d'auteur confiné? Est-ce que vous êtes déjà sur l'écriture d'un nouveau livre? Ah oui, oui, j'en ai même plein d'avance moi des livres en fait. J'écris toujours un livre, un premier jet en fait pendant entre 6 mois et un an, et puis je le mets de côté, et puis je réécris un autre livre. Je m'arrête jamais d'écrire. Et comme les délais de publication sont quand même assez longs, hein, à partir du moment où on remet un manuscrit et à partir du moment où le livre est publié, c'est quand même très très long. Bah, il se trouve que j'écris du coup plus vite que le rythme de publication des éditeurs. Donc oui, oui, j'ai deux ou trois, en tout cas brouillons très bien avancés dans les papiers. Et puis là, je suis sur un roman que j'écris depuis juillet-août. J'ai fait un voyage à Cuba, je l'ai commencé à Cuba. Je trouve ça très bien, très élégant de dire ça. C'est pas mal de dire qu'on a commencé son roman à la Havane. Et je fumais à Havane en plus quand j'ai commencé ce roman. Et donc je suis toujours dessus. Et le confinement devrait me permettre de terminer ce premier brouillon dans les semaines à venir. Là, je sens qu'il est en train de se terminer. Là, je sens que j'arrive à la fin. D'accord. Une histoire qui va se passer à Cuba peut-être ou rien à voir? Non, non, il y a peut-être un tout petit lien d'un personnage qui est né à Cuba, mais à l'arrivée, il n'y aura aucun rapport. Non, le confinement, j'en profite pour faire des choses que j'ai peut-être que je fais moins d'habitude. Il faut prendre le positif. Donc, le positif du confinement, c'est le rythme lent, je trouve. Ça, c'est pas mal quand même. Parce qu'on a des rythmes de fou aujourd'hui. Dans notre monde un peu moderne, très technologie, très boulot, très on enchaîne les amis, le travail, etc. Et là, on a un rythme très très lent, ce qui permet peut-être en tout cas pour un écrivain d'écrire, d'avoir des écrits de bonne qualité, parce qu'on est dans une sorte de vide, de silence qui permet vraiment d'écrire, puis ce qui me permet de lire aussi et de combler mes trous. Parce que il y avait un roman, j'avais très honte de l'avoir jamais lu, c'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je me suis dit, alors là, le confinement, il faut en profiter, je vais à fond. Donc, je suis en train de lire Le Rouge et le Noir de Stendhal. Enfin, je vais pouvoir ne plus avoir honte de ce trou. D'accord. Et donc forcément, est-ce que la thématique du confinement, elle vous a un peu influencé justement dans les écrits que vous menez actuellement, ou est-ce que vous avez réussi à rester distancié par rapport à ça? Je commence à m'apercevoir que ça m'influence un tout petit peu, notamment dans le livre que je suis en train d'écrire, parce qu'ils sont confinés dans une maison, là, mes personnages, et j'avais pas forcément prévu ça. Donc, est-ce que ça m'a influencé? Peut-être. D'accord. Peut-être. Voilà. Bah, c'est vrai que je pense qu'on va le voir surgir en librairie peut-être d'ici la rentrée littéraire de septembre. Ça fait peut-être un peu court, mais en tout cas l'année prochaine, on va commencer à voir surgir les interprétations où le moindre personnage qui sera confiné chez lui, qui sera enfermé chez lui, on verra des liens avec ce qu'on a connu. Donc c'est clair que ça va être une thématique forte, on l'imagine, Ouais. dans les mois à venir. Et est-ce que avant de décortiquer vos livres, parce que j'ai beaucoup de questions. Franchement, je me suis tellement régalé, j'ai plein de choses à vous demander. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites en parallèle de l'écriture, votre métier, peut-être les influences qu'il peut avoir avec ce que vous avez écrit? Alors moi, j'ai choisi d'avoir un boulot de salarié. Les auteurs, il y a deux grandes catégories, ceux qui sont salariés et ceux
ceux qui décident plutôt de se consacrer à l'écriture et puis d'avoir des tout petits boulots à côté ou faire des ateliers d'écriture. Moi, j'ai choisi la vie de salarié, ça me semblait être plus adéquate avec la vie que j'avais envie, c'est-à-dire d'être assez tranquille au niveau de l'argent. Donc, je suis juriste à côté. Donc, je me lève tôt le matin pour écrire, plus le soir aussi. J'écris un peu le soir, plus même le midi parfois. Enfin bon, je m'arrête jamais d'écrire. Et la journée, donc, je suis juriste je conseille un certain nombre d'entreprises dans toutes sortes de droits, en fait. Voilà. Et j'ai réussi à trouver mon modèle comme ça, même si parfois c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut bien savoir couper entre ces deux univers, c'est-à-dire être dans son livre à fond et pas penser au boulot. Puis quand on est au boulot, bon, bah, essayer de pas trop penser au livre. Voilà. Et bon, pour l'instant, j'arrive à avoir un bon équilibre. Je peux faire ça plutôt que de galérer parce que bon, écrivain, on gagne pas de fric, quoi. Hein, faut se dire les choses. On fait pas ça pour ça d'ailleurs. Et voilà. Donc, je peux plutôt qu'avoir des soucis d'argent et d'y penser tout le temps, j'ai préféré prendre ce modèle-là. Voilà. D'accord. Et donc, les livres, on va y venir avec votre premier roman, forcément, Les Peaux Rouges, sorti en septembre 2017, au cœur de la rentrée littéraire. Alors, pour le présenter, mais vous allez en parler beaucoup mieux que moi, un roman audacieux, vous explorez un thème, celui du racisme. Alors là, c'est tout un programme. Et en plus, vous avez choisi un angle assez inexploité ces dernières années. Votre personnage est raciste, voilà. Vous nous mettez dans le quotidien d'un raciste, un personnage qui s'appelle Amédée Gour. Alors déjà, pourquoi ce choix? Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner, voilà, nous dire quelques mots sur ce livre pour le présenter à ceux qui auraient fait l'erreur de ne pas l'avoir encore lu? Alors, ça remonte à loin parce que c'est un livre que j'avais dû commencer vers 2014-2015, donc il est publié en 2017. Je voulais un thème où on n'était pas à l'aise dans nos baskets, en fait, voilà. Et ce thème, on a beau en parler énormément, tous les jours on en parle, les gens en parlent d'une manière ou d'une autre. On n'est pas très à l'aise avec ce thème. On n'est pas vous, moi, tout le monde. Je trouve. En tout cas moi, à commencer par moi même. Même dans notre langage, vous voyez, on parle de black au lieu de noir. Vous voyez, il y a toujours cette gêne par rapport à la différence, comme une culpabilité, comme un truc un peu ambigu qui m'intéressait parce que c'est là où la littérature est intéressante. C'est justement les thèmes qui sont un peu ambigus, où on n'est pas très à l'aise, où il y a du non-dit. Et là, le roman intervient. Le roman intervient quand il y a du non-dit, justement pour dire des choses qu'on n'arrive pas à dire comme ça facilement dans un dîner entre des gens. Voilà, donc je me suis dit, je vais partir sur ce thème. Et puis, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire j'ai commencé en me disant, on va évacuer le truc, est-ce que mon personnage est raciste ou pas? On va attaquer direct bille en tête. Le personnage dit qu'il est raciste, à fond, il assume, il est raciste, il n'aime pas les peaux rouges. Il y a des gens qui sont des gens que j'ai complètement inventés, qui sont des gens qui ont la peau toute rouge, qui n'ont rien à voir avec le peau rouge indien d'Amérique. Hein, c'est vraiment des gens que j'ai totalement inventés. Et je me suis dit, je vais évacuer cette question, comme ça on est direct dans le dur. Il y a un raciste, il le dit, et voilà. Et c'est la première personne du singulier, le jeu. Hein, c'est encore plus violent comme ça. Le premier chapitre est sans doute le plus violent parce que j'ai décidé vraiment de rentrer dans le lecteur. Quoi. Excellent chapitre. Hein, on y reviendra d'ailleurs sur le style. Excellent chapitre. Ouais. Voilà, et c'est comme ça. Et là-dessus, j'ai commencé comme ça. Et puis après, tous mes romans, c'est pareil. Hein. Moi, je commence sur une idée. Et puis après, je trouve un personnage et après, j'avance page par page. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer ensuite. Donc, mon début, c'est ça. C'est vraiment le raciste. C'est vraiment de dire aussi, je vais inventer des gens qui n'existent pas. Parce qu'autrement, j'aurais pas pu, moi, me lâcher suffisamment. Et puis même le lecteur, il se serait pas lâché. Quelque part, là, je fais un petit pas de côté. Ces gens-là n'existent pas du tout. Donc, on peut se lâcher. On peut se laisser aller dans le livre. On peut se laisser aller, pour moi, à écrire le livre. Et pour le lecteur, on peut se laisser aller à lire le livre, à en rire, et puis à se poser des questions tranquillement. Sans se dire, ah bah tiens, il parle d'un tel ou d'un tel, c'est quand même dégueulasse, machin. Voilà. Et puis ensuite, j'ai suivi Amédée Gour. En fait, c'est lui qui m'a guidé. Comme toujours, mon personnage me guide. Je laisse me guider. Je sais pas du tout ce que je vais dire 2 pages plus tard, quoi. D'accord. Et justement, ce pas de côté, pour rester dans la métaphore pédestre, c'est aussi un énorme contre-pied parce que à l'époque où, comme vous l'avez dit, hein, le racisme est quelque chose d'extrêmement pesant, sur lequel on est incapable de rire ou presque, hein, on le voit avec la réception des comédies au cinéma, par exemple, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou À bras ouverts, qui ont donné lieu à des débats incroyables pour ce qui n'était qu'une farce finalement.
Vous avez parlé d'un roman bouffon. J'ai suivi toutes vos interventions dans les médias. Vous avez parlé d'un roman bouffon. Vous faites vraiment le pari du rire, du vrai pas de côté, mais qui est un contre-pied à cette société-là, qui ne sait plus rire de ça, du racisme, de ces thématiques-là. Est-ce que vous, en plus, de par votre métier de juriste, est-ce que vous craignez une réception quand même difficile? Et on va y venir avec votre passage chez On n'est pas couché, justement. Est-ce que vous aviez un peu peur de ça, ou est-ce que vous étiez certain que le pas de côté vous préservait de toutes les réactions comme ça? Alors alors déjà le rire, c'était important parce que je me suis rendu compte en avançant dans le roman que c'était la seule manière pour moi de m'en sortir de ce roman. S'il n'y avait pas le rire, ça aurait été un roman légèrement glauque. Et bon, ça m'intéressait moins. Moi, je voulais m'en sortir, je voulais arriver au bout de ce roman. Et il y avait que le rire qui pouvait me permettre d'arriver, de boucler ce roman et puis de dire ce que j'avais à dire, ou de dire ce qu'Amédée Gour avait à dire et que les autres personnages avaient à dire. Ensuite, écoutez, j'avais pas trop peur en fait avant. Quand je l'ai écrit, j'avais pas trop peur. Et quand j'ai commencé à parler avec Grasset, puisque c'est Grasset qui a publié ce roman, c'est Grasset qui a commencé à me mettre dans le monde, quoi, ils m'ont mis le nez dedans, c'est-à-dire ils m'ont dit, bah voilà, non, mais c'est quand même dangereux ce roman. Même nous on flippe, ils m'ont dit, voilà, donc faut qu'on fasse très très attention. Faut que tu fasses très attention à ce que tu vas dire, etc., etc., quoi. Donc ils m'ont fait peur. Et du coup, c'est vrai que au moment où le livre est sorti, alors que j'avais pas trop peur avant, j'étais un peu dans une sorte d'insouciance. Au moment où le livre est sorti, j'ai été quand même assez tendu, et notamment quand je suis passé chez Ruquier, où là, je jouais le 0-0 en fait. C'était marrant. Je sais pas si vous connaissez un peu le foot, mais je jouais vraiment le 0-0, c'est-à-dire en défense. Ce qui est peut-être un regret 3 ans après, vous voyez. C'est intéressant parce que j'apprendrai cette expérience. C'est aussi un dialogue avec Grasset, puis Grasset connaît bien le milieu. Donc il faut leur faire confiance. Mais du coup, on a joué beaucoup le 0-0 et moins l'attaque ou des choses un petit peu provocantes. Est-ce que j'en aurais été capable aussi, moi qui n'avais pas d'expérience, c'était ma deuxième télé. La première, j'étais passé à une petite émission de France 2. Enfin bon, c'était vraiment, j'avais aucune expérience. Donc est-ce que j'aurais été capable d'aller jusqu'au bout peut-être de la provocation? Non, sûrement pas. Et voilà, donc j'ai joué le 0-0. Bon, à l'arrivée, Grasset, ça s'est bien passé. Et puis surtout, cette émission, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Oui, puis dans un contexte qui avait l'air franchement hostile, j'ai une question que je voulais vous poser. Franchement, ça avait l'air vraiment difficile avec une Christine Angot et un Yann Moix qui, malheureusement, et c'est leur rôle, d'ailleurs, c'est leur rôle médiatique, mais qui sont un peu dans des jeux du cirque. Même dans la même émission que vous, il y avait Safia Azedine, qui présentait son roman Sabre. Et pareil, on sentait qu'il voulait la découper sur un élément de son roman concernant la judaïté d'un personnage qui était frappé, qui était finalement une problématique secondaire du livre, et Safia Azedine avait l'air un petit peu démunie face à des questions vraiment rhétoriques, en fait, pour chercher le clash, là où j'ai trouvé que ça avait été peut-être un peu plus coulant avec vous, même si Yann Moix a illustré un peu ce que vous critiquez dans Les Peaux Rouges, cette hystérie de l'antiracisme. Il vous a d'ailleurs repris sur ça, du fait que vous colliez les mots antiracisme et hystérique. Et on a vu avec l'affaire Yann Moix qui a été pris donc dans un scandale où il aurait été l'auteur de dessins et de textes antisémites. Il est le symbole de cette tartufferie que vous étiez venu dénoncer. Ouais, elle est marrante cette histoire, effectivement. Déjà sur Safia Azedine, c'est très injuste. Ouais. C'était très injuste parce que son livre, sa première partie, j'avais beaucoup aimé parce que tout le monde s'en prenait plein la tête. On est sur Internet, donc je vais parler poliment. Tout le monde, c'est-à-dire les pauvres et les riches. Et en France, les pauvres, c'est rare qu'on leur mette plein la tête. Vous voyez, elle n'hésitait pas. Les pauvres et les riches, les juifs, les arabes. Et tout le monde s'en prenait plein la tête. C'était plutôt drôle. La fin, j'aimais moins dans ce livre, mais le début était formidable. Et donc les juifs en faisaient partie, mais parmi tant d'autres. Donc c'était très injuste qu'on ait pointé
ce passage du livre. Voilà. Bon, j'avais trouvé ça très injuste. Avec moi, oui, ça s'est mieux passé. Ça s'est mieux passé. Après, c'est extrêmement compliqué de répondre aux questions hostiles, c'est vrai. Tartufferie, j'en sais rien. Je sais pas si c'est la Tartufferie. C'est intéressant. C'est un personnage de roman intéressant, Yann Moix, je trouve, parce que son engagement, notamment contre l'antisémitisme, qui est très très fort. On le voyait dans chaque émission, on voyait que c'était une cause qui était très très forte, et peut-être le pendant de ses anciens engagements un peu limite de sa jeunesse, mais il y a quelque chose d'intéressant justement dans cette ambivalence-là, vous voyez. Voilà, ça en fait un personnage de roman assez intéressant, vous voyez, ça pourrait être un héros de roman quelque part. Donc voilà, et après ça s'était plutôt bien passé, il y avait une ou deux allusions effectivement pas très agréables, mais je n'avais pas eu le sentiment que d'avoir été spécialement attaqué lors de cette émission. Ça avait été plutôt coulant, quoi. Puis j'étais pas intervenu tant que ça, en fait, à la limite. Oui. C'était une émission, ils essayaient un nouveau format, et à l'arrivée, bon, on comprenait plus rien, et bon, et à l'arrivée, je suis pas passé énormément, en fait. J'ai pas eu beaucoup de temps d'antenne. Voilà. Oui, effectivement. Malheureusement, la vidéo sur YouTube de votre passage fait quelque chose comme 7 minutes sur une émission qui fait presque 3 heures, qui est chaque année un petit peu plus longue. Ouais. Donc là, effectivement, c'était vraiment dommage. Et pour le coup, pour revenir donc à votre roman Les Peaux Rouges, j'ai trouvé que dans cette émission, Christine Angot avait été plutôt juste, pour une fois, dans son interprétation. Parce qu'elle avait parlé de l'aspect universel du racisme. Et effectivement, dans votre roman, on est frappé par ça, et même quand on regarde la société, parce que le racisme, on le combat à coups de chansons, à coups de bougies, il y a quelque chose d'extrêmement néfaste. Inutile de le rappeler, ça, on en est tout à fait conscient. Mais il y a cette portée universelle, cette portée clanique du rejet de l'autre, où on le voit dans nos sociétés, malheureusement, les gens évoluent ensemble, et le vivre ensemble est parfois le paravent de quelque chose qu'on aimerait cacher. Comme dit Raphaël Antoven, le vivre ensemble est un mot qui est lui-même séparé par un trait d'union. Est-ce qu'on doit y voir quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez mettre en avant, cette difficulté-là à penser le racisme, à pas le penser comme une évidence, comme malheureusement on le fait trop aujourd'hui, et oublier ces nuances qui renforcent l'importance de combattre le racisme, justement? Je sais pas. En fait, je suis parti sur cette idée où ça nous gênait, et après, je suis parti sur une histoire. Et vraiment, je me suis laissé guider par cette personne, et j'ai travaillé sur les oppositions. C'est-à-dire un raciste revendiqué, et puis une société très antiraciste, encore plus antiraciste que la nôtre. Enfin, sachant que j'ai quand même pris beaucoup de notre société, hein. Ne nous mentons pas. Et j'ai voulu travailler sur ces oppositions et essayer de voir aussi l'absurde d'Amédée Gour, ce personnage raciste. L'absurde aussi de cette société qui lutte contre des moulins à vent. Enfin, il y a quelque chose de bizarre même à créer une association contre le racisme. Je le comprends parce que ça aide beaucoup de gens. Hein, donc, dont acte. Faut pas. C'est les MRAP et compagnie. Elles aident des gens concrètement. Et ça, c'est très important. Mais association de lutte contre le racisme, c'est comme si je créais une association de lutte contre la méchanceté. C'est quelque chose d'assez étrange, je trouve, qui me laisse dubitatif, en fait. Voilà. Même si c'est bourré de bonnes intentions, et encore une fois, à partir du moment où on aide des gens, à la limite, que ce soit absurde ou pas, bon, bah tant mieux. Mais voilà. Et je voulais mettre à jour ce genre d'absurdité. Et puis après, je me suis laissé guider. J'ai pas voulu rentrer dans l'actualité. Justement, je fais de pas de côté. Donc, moi, qui m'avait lancé sur les indigènes de la République, je sais pas quoi, ça, moi, j'en avais rien à faire. Je voulais pas du tout rentrer dans ces actualités-là. Dans un roman, enfin, dans mes romans, en tout cas, je veux pas rentrer dans l'actualité du jour le jour. C'est pas très intéressant pour moi. Je préfère vraiment respirer, raconter une histoire. Et c'est l'histoire qui va nous révéler, qui va me révéler, même moi, hein, je suis un chercheur. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui m'apprend des choses. Moi, je me retire derrière une histoire toujours. D'accord. Non, effectivement, je trouve que la question que vous avez soulevée dans ce roman, elle est centrale, parce que vous apportez de la matière là où malheureusement on a oublié un peu toutes les nuances. Mais je voudrais quand même revenir. Alors, je vais vous embêter sur un point d'une phrase que vous avez dite dans un interview pour la librairie Mola, donc au moment de la sortie de votre livre. Vous avez parlé d'un parti pris amoral. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à vous suivre, parce que est-ce qu'il est possible en littérature d'écrire un roman comme ça dénué de toute portée morale? Est-ce qu'il n'y en a pas eu
au moins en dernier ressort dans la tête du lecteur, qui va avoir votre livre entre les mains et lui se faire ses jugements moraux personnels. Je sais, alors je me souviens pas de ça, mais à moral, j'ai dû le dire. Hein, j'ai dû le dire. Bon, déjà, peut-être que ça faisait partie du 0-0 que je jouais à l'époque, parce que c'était le début. Moi là, je m'en rappelle, c'était le début. C'était même avant que le livre sorte. Ça avait été enregistré avant. Après, est-ce qu'on peut être amoral dans un livre? Non, c'est peut-être pas le bon terme, mais on doit absolument pas être moral, pour moi. Hein. On doit pas vouloir dire des choses. Vous voyez, ou faire passer des idées. Pour moi, ça, vous devenez essayiste, vous devenez pamphlétaire, vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, mais on doit vraiment se mettre en retrait par rapport à une histoire. C'est ça qui est très très important. Donc il y a quelques grandes idées forces évidemment qui arrivent dans l'histoire, mais ensuite c'est le personnage qui vous guide. C'est en cela qu'un tout roman, pour moi, doit être amoral, c'est-à-dire que dans le parti pris, dans le début. Ensuite, qu'à la lecture du roman, on puisse avoir une interprétation des manières de voir, des manières d'être et même des engagements, bien sûr. Mais au moment où je fais le roman, en tout cas, je suis amoral, c'est pas le bon terme, mais neutre, plutôt vide, de retrait, presque de retrait. Ouais, c'est pas un extase parce que c'est pas vrai, c'est pas ça, mais en tout cas une sorte de retrait en moi-même et puis je laisse les personnages vraiment se décider. J'ai lu un roman, vous voyez, qui avait un parti pris moral, ça m'a gonflé, ça m'a énervé. Même si c'est un bon roman, ça m'a énervé. J'aime pas ça, j'aime pas quand on casse ses idées comme ça, que les personnages sont des prétextes pour caser ses idées. Ça, c'est pour moi, c'est pas la littérature, c'est autre chose. Vous faites autre chose. Ça m'intéresse pas. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup moins. La force d'un roman, c'est justement une histoire. Et c'est beaucoup plus fort d'arriver à des idées par une histoire. Voilà. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est. Mais peut-être que, oui, amoral, c'est peut-être pas le bon terme. Je suis d'accord avec vous. C'est pas forcément le meilleur terme, en tout cas pour décrire un roman, quoi. Non, mais moi enfin, je comprends tout à fait avec vos explications. Effectivement, ça apporte tout à fait du sens. Hein. Mais je suis absolument d'accord avec vous. J'ai l'impression que c'est un peu un virage, en tout cas en France, de la littérature depuis quelques années, de ces romans qui viennent apporter, comme vous dites, des idées. Je pense très très honnêtement au Goncourt de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, qui vient avec un paquet d'idées sociales qui dépasse, je trouve, le cadre d'une histoire qu'on aimerait découvrir, quoi. Et non, c'est pas intéressant ça. Enfin, j'ai pas lu ce roman. Je trouve il est fabuleux, hein, mais tel que vous me le présentez, vous voyez, ça m'intéresse pas. M'intéresse pas parce que autant lire le journal, quoi. Enfin, absolument. Et la littérature, c'est pas ça, quoi. C'est pas lire le journal, pour moi. Absolument. On est d'accord, mais c'est pour ça. Je reçois que des gens avec qui on s'entend bien. C'est un petit cercle de tout le monde qui s'entend bien. Absolument. Mais en fait, pour continuer à creuser, à essayer voilà, d'aller au cœur de votre premier roman, j'ai aussi été énormément marqué par votre style. Alors, forcément, vous allez me voir venir peut-être, c'est un peu les talons or en la matière, mais il y a une espèce de gouaille, il y a une oralité dans votre écriture qui est d'ailleurs pas forcément celle que vous avez là en vous exprimant. J'ai beaucoup pensé forcément à Céline dans le style, comme je disais, qui est un peu voilà les talons or dans ce genre-là, dans cette écriture-là. Mais est-ce qu'il y a des auteurs qui ont pu vous inspirer, qui ont pu orienter votre plume, ou est-ce que c'est venu comme ça au fil du contact avec Amédée Gour? Alors oui, quand on découvre un personnage, en fait, il faut découvrir sa langue. C'est par sa langue qu'on le découvre, le personnage. Donc, j'ai trouvé ce rythme et cette écriture un petit peu orale presque au début. Et ça m'a permis de trouver Amédée. Et ce qui m'a vraiment, véritablement permis de commencer ce roman, c'est justement cette langue d'Amédée. Tiens, ce personnage, il va parler comme ça. Et là, je suis rentré dans le tunnel et voilà. Alors, évidemment, que j'ai été inspiré par toutes les lectures. Alors, quand on écrit, évidemment, on fait jamais, tiens, je vais écrire comme Céline. Hein. On passe par un personnage qui va vous faire parler d'une certaine façon, qui va vous emmener dans un certain langage. Et puis après coup, après avoir fini le livre, on se rend compte que on a digéré un certain nombre de lectures, un certain nombre de lectures qui ont permis d'écrire comme ça. Donc évidemment, Céline, qui pour moi est un maître, il est là, juste là, le plus près du canapé, comme ça je peux les récupérer. Céline, j'ai quasiment tout lu sauf sa thèse. Mais oui, ça, pour moi, c'est un des grands maîtres. C'est même le grand maître, parce que pas que son oralité, il y a tout, quoi. Il y a tout. Après, il y a plein de gens. Je pense à deux là, plus particulièrement. D'abord, un Américain qui s'appelle Hubert Selby,
Voilà, Last Exit to Brooklyn, par exemple, ou Le Démon, même si, évidemment, j'aurais bien aimé le lire en américain, et je l'ai lu en français, mais c'est quand même magnifique. J'aime beaucoup sa langue, qui est aussi quand même une langue assez familière, en tout cas, et un rythme assez particulier. Et puis peut-être quelqu'un comme Pierre Guyotat, qui est décédé il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, je sais plus quand, mais pas si longtemps que ça, et qui aussi a une langue très particulière et que j'ai beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup ces gens qui triturent la langue comme ça, qui la travaillent d'une certaine façon et qui sortent du sujet verbe complément pour en faire autre chose. C'est des recherches un peu expérimentales. Mais et ça c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on est en train de perdre. En tout cas, c'est plus à la mode du tout. Aujourd'hui, les Goncourt, les Renaudot, etc. Récompensent plus ce genre de langue ou ce genre d'expérience sur les langues. On récompense des romans qui ont une langue classique qui peuvent être très très bons, hein, c'est pas le problème. On peut faire une langue classique et être très très bon. Mais il y a de moins en moins de justement d'expérience sur la langue ou le nouveau roman aussi. Le nouveau roman que je découvre seulement maintenant, c'est pareil, c'était un autre de mes trous. Mais un Claude Simon, par exemple, me plaît beaucoup. Voilà, quand il écrit Les Routes des Flandres ou Les Géorgiques, c'est absolument fabuleux ce qu'il fait et avec un travail sur la langue qui est vraiment intéressant. Voilà, et donc je suppose que oui, c'est la somme de tout ça fait qu'à un moment donné, j'ai plusieurs palettes et que j'opte pour cette palette à m'aider parce que c'est ce qui convenait, je pense, à Amédée. D'accord. Et donc, des peaux rouges, donc d'Amédée Gour, à votre nouveau roman, donc je le répète, qui n'est pas encore sorti, coronavirus oblige, donc pour l'instant, pas de date fixée, hein, c'est ça? Non, bah après, en fait, on attend le déconfinement et puis dès que les librairies réouvriront, à mon avis, mon roman arrivera une semaine après, quoi. Là, il est prêt dans les starting blocks. Okay. Je devais sortir au Salon du Livre de Paris, mais bon, évidemment, rien n'a eu lieu, donc je devais sortir mi-avril, mi-mars, que je raconte moi, vers le 20 mars. Et puis voilà, donc a priori fin mai, quoi, mi-fin mai. Voilà. D'accord. On croise les doigts. Ça veut dire que tout ça sera derrière nous. Donc Walter Kurth était à pied. Parce que là on est dans le scoop. Là c'est l'info. Let It Be premier sur l'info. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour nous mettre l'eau à la bouche? Est-ce que là on est dans un univers complètement différent, hein, des peaux rouges. J'ai eu la chance de le lire. Là c'est changement de décor. Ah ouais, complètement. Et puis même la langue, là, on parlait de la langue, vous voyez, c'est une langue qui est plus classique, sauf à la fin peut-être, où là je pars un peu en vrille, mais la langue est plus classique, vous voyez, elle est beaucoup plus classique. C'est une histoire de nomade moderne. Voilà, on va suivre l'histoire de nomade moderne, c'est-à-dire d'une famille qui est composée d'un frère, Danny, d'une sœur, Sarah, et de leur père, à bord d'une Peugeot 203, et qui roule toute la journée. Pour accumuler des points. Nous sommes dans une société de rouleurs, qu'on appelle les roues d'ailleurs, où plus vous roulez, plus vous accumulez de points. Et avec ces points, vous pouvez aller dans les stations, déjà subvenir à vos besoins les plus essentiels, c'est-à-dire dormir dans une station, vous nourrir, mais aussi dans ces stations au bord des autoroutes, vous avez aussi des galeries commerciales dans lesquelles vous pouvez acheter tout ce qui vous passe par la tête, si tant est que vous en avez envie. Voilà. Et cette société, donc, est une société de rouleurs. Plus vous roulez, plus vous avez de points. Et plus vous avez de points, plus vous pouvez acheter de choses. Et on va suivre les aventures de cette famille, notamment dans toute la première partie du bouquin, où il va leur arriver plein de choses, évidemment, et où, notamment, à un moment donné, ils vont avoir un accident, et ça va bouleverser leur vie, parce qu'ils vont être amenés à rencontrer des gens qui sont sur les bas-côtés, et qui, eux, ont choisi de ne pas prendre la route, et qu'on appelle les pieds, qui sont des gens qui vivent dans les champs qu'on connaît pas trop, et je vous en dis pas plus. C'est l'histoire de cette rencontre et des histoires aussi de choc de civilisation, voilà, entre les pieds et les roues. D'accord. Quelques petites questions, sans évidemment rentrer dans les détails de ce livre. Il y a encore une question d'opposition. Dans les peaux rouges, c'était le racisme et l'antiracisme. Là, vous opposez deux clans frontalement, d'une certaine manière, comme vous l'avez dit, les roux et les blancs. Est-ce que c'était votre volonté encore de rester sur cette logique de l'opposition, ou est-ce que là encore, c'est venu au fil des personnages, au fil de ce que vous aviez envie de raconter? C'est venu au fil de ce que j'avais envie de raconter, mais à l'arrivée, il y a un thème qui est commun, donc c'est sans doute un thème qui doit m'intéresser. C'est pas volontaire forcément de ma part. Je me dis pas tiens, je veux travailler sur les différences, mais
ce livre, je sais pas où je partais d'ailleurs. Hein. J'ai commencé avec cette histoire c'est un peu bizarre cette histoire quand même. Hein, disons-nous les choses. J'ai commencé comme ça, les gens ils roulent et puis j'ai vraiment avancé à tâtons. Et effectivement, à l'arrivée, j'arrive sur un choc de civilisation et notamment sur le côté civilisé barbare. Vous voyez, sachant qui est le civilisé, qui est le barbare. Mais voilà, choc de civilisation entre les civilisés et les barbares. Les cow-boys et les Indiens, voilà, ou même plus récemment Avatar avec les blancs et les bébêtes bleues qu'on appelle les navis, si je me souviens bien. Ouais. Voilà, toutes ces choses-là m'ont inspiré un petit peu pour faire ce roman. C'est pour réfléchir un peu à qu'est-ce que la différence en fait, qu'est-ce que la tolérance aussi. Vous voyez, et qu'est-ce que la tolérance? Est-ce qu'on est vraiment tolérant vis-à-vis des autres? Est-ce qu'eux sont tolérants vis-à-vis de nous? Aussi, la question des c'est un côté énervant aujourd'hui parce qu'on est passé des cow-boys et des Indiens. Donc les cow-boys à l'époque parfait, puis les Indiens, des sortes de sauvages sanguinaires qui tuent les jeunes vierges blanches. Vous voyez, il y avait un peu ce côté-là. Et puis aujourd'hui, on passe à Avatar de Cameron, qui est un film bien, hein, qui est sympa comme film. Mais alors là, on passe des méchants blancs, mais alors vraiment méchants de chez méchants. Et puis les bébêtes bleues, elles sont parfaites, quoi. Tu vois, elles sont en symbiose avec la nature. Elles ne connaissent ni la haine ni la peur. Pour moi, c'est une autre forme de racisme ou une sorte d'exotisme un peu bébête, un peu idiot, qui m'avait profondément agacé à l'époque, même si l'univers du film est incroyable, on en profite, quoi. Et puis c'est une bonne 3D en plus. Pour une fois, c'est un film qui est bien fait avec la 3D. C'était un des premiers, j'ai trouvé, qui était bien fait avec la 3D. Donc il a plein de qualités ce film. Mais sur le propos, j'ai trouvé ça un peu simpliste et ça m'énervait un peu. Et quand j'ai fait ce livre, je me suis dit, tiens, si je fais ça, si j'arrive à deux civilisations, je vais pas les édulcorer. C'est-à-dire, elles vont avoir et leurs horreurs et leurs grâces. Voilà, et grâce et l'horreur dans chaque civilisation. Parce que je crois que dans chaque civilisation, il y a de la grâce et il y a de l'horreur. Effectivement. Toujours cette question de nuance, finalement, de refuser un peu le manichéisme qu'on évoquait tout à l'heure. Vous parlez d'Avatar. Est-ce qu'il y a eu peut-être d'autres références qui vous ont poussé à créer cet univers qui se rapproche d'une certaine manière de la science-fiction? Enfin, c'est un monde qui n'est pas le nôtre, en tout cas, pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des références? Alors peut-être, je pense à certaines séries, comme c'est la grande mode, peut-être à une série comme Black Mirror qui aime bien nous inventer des futurs bien catastrophiques comme il faut. Là, on se dit que c'est une société qui est pas la nôtre, mais qui est pas loin, à portée de roue, sans mauvais jeu de mots. Est-ce qu'il y a eu ces références-là ou pas forcément? Alors c'est marrant, je suis pas très série. Mais j'ai vu Black Mirror et j'avais adoré Black Mirror. Donc vous voyez, vous me faites découvrir que peut-être Black Mirror a influencé ce livre. Alors, encore une fois, vraiment, quand j'écris une histoire, je sais absolument pas ce qui m'influence. Donc vous voyez, je découvre avec vous Black Mirror, c'est pas faux. Hein. J'avais adoré cette série, elle était très très bien faite. Surtout qu'à chaque fois, c'était très absurde, mais ça marchait, quoi. Ça marchait, on se retrouvait dans des univers totalement absurdes. Si on prenait un peu de recul, on se disait, bon, c'est pas possible. Mais en fait, on rentrait dedans et puis voilà, quoi. Voilà, après... Bon, au niveau littéraire, il y a quand même Crash de J.G. Ballard. Je sais pas si vous l'avez vu, qu'a donné un film de Cronenberg qui s'appelle Crash. Cette histoire un peu de mecs qui créent des accidents de voiture et qui en jouissent, en fait. Donc, cette sorte d'alliance homme-machine presque sexuelle avec ce héros qui provoque exprès des accidents pour pouvoir être touché dans sa chair et presque faire l'amour avec l'autre voiture, avec sa voiture. Il y a une sorte de mélange un peu étrange, hein, un peu glauque par moment, mais que j'ai trouvé intéressant parce que l'alliance homme-machine, il y a quelque chose quand même de très contemporain. Du smartphone jusqu'à nos bagnoles, on a quand même un lien de plus en plus fort avec la robotique ou avec les machines, sans qu'on s'en rende compte et qui nous influence de plus en plus. Et même le smartphone, on le touche, on le caresse, quoi. Même l'écran, on le caresse. Donc, c'est intéressant d'étudier ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du livre, je me suis dit que c'était intéressant aussi de pouvoir étudier ça. Et après, d'autres références, sûrement. Oui, science-fiction, j'ai toujours bien aimé. C'est vrai. Même si ce livre n'est pas vraiment de la science-fiction, mais il y a quand même un univers d'anticipation, en tout cas. Une dystopie très claire. Donc, des trucs comme Ballard, comme Kadik. Je viens de relire Ubik. Roman formidable, incroyable. J'adore Ubik. Parce que confinement, c'est pas mal pour relire aussi. Je conseille à tout le monde. Relire les bons romans. Aller relire les romans qu'on avait aimés. Ça, c'est bien aussi, parce qu'on redécouvre le roman. Un roman, c'est très riche, donc on peut le relire 4 fois, 5 fois. On redécouvre toujours des choses. Donc voilà, Kadik, voilà, et Ballard, c'est quand même des auteurs qui m'ont beaucoup inspiré aussi, et je pense aussi pour ce livre. D'accord.
Donc, Walter Kurtz a été établi, encore un petit peu de patience. Ça va arriver bientôt chez vous. Déjà, Emmanuel, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. C'est passionnant, on se régale. Et puis, on va arriver doucement à la séquence que tout le monde attend. Les questions mitraillettes pour vous connaître un petit peu mieux. Un dernier pour la route. Donc, des petites questions comme ça, vous nous répondez, comme ça on vous connaît. Alors, on commence cinéma, le film, à voir d'urgence pendant le confinement, par exemple. Au tout début du confinement, j'ai revu le film, comment ça s'appelle? Avec Will Smith, je suis une légende. Film américain, moyen bien, mais je me suis dit, tiens, c'est le confinement. Et donc, le premier soir, je me suis dit, tiens, je vais me faire ce film. Donc, film où Will Smith joue un mec qui est seul au monde, en fait, à New York. On voit New York envahi d'ailleurs par la jungle, par des animaux sauvages. Il est seul à New York, dans son appartement. Et la nuit, il y a des sortes de morts-vivants qui sortent dans la nuit, mais uniquement la nuit, parce que ces morts-vivants ne supportent pas le soleil. Donc, la journée, il est à New York pour lui tout seul. Et puis, la nuit, il se cache-feutre dans sa maison, et donc on suppose que c'est les derniers survivants. Et voilà, et l'histoire commence comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est pour l'ambiance confinement, ça va être parfait. Donc voilà, film américain excellent. Après, là, je suis en train de revoir Audiard pour parler des Français, parce que j'aime beaucoup Jacques Audiard, et j'ai revu Le Prophète. C'est pas mal aussi pour le confinement. Le Prophète, c'est l'histoire d'une petite frappe d'un jeune délinquant de 18 ans, joué par Tahar Rahim, qui va en prison. Et donc, c'est l'histoire de ce petit délinquant complètement paumé qui, grâce à la prison, va apprendre toutes les ficelles du métier et va ressortir véritablement caïd, quoi. Donc, c'est un très bon film, mais qui se déroule quasiment tout le temps en prison. Ça aussi, c'est pas mal à voir en ce moment. Voilà. Décidément, vous avez fait vraiment dans le thème. Ouais, exactement. D'accord. Bon, on pourrait les regarder à la fin du confinement comme des vieux souvenirs de vacances, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est étrange de voir ça, parce que ces films-là, notamment je suis une légende, c'était marrant à voir. Je l'avais déjà vu il y a 2-3 ans. C'était très loin de moi, donc c'est très drôle. Et quand je l'ai revu au début du confinement, c'était moins drôle, parce que quelque part, j'étais plus si loin que ça de cet univers. Voilà, c'est assez intéressant comme on peut. Plus l'univers est proche de soi, plus quelque part le film est un tout petit peu gênant, dérangeant, parce qu'on se dit, oh là là, mais on n'est plus si loin que ça, c'est plus si drôle que ça. C'est vrai que ça va complètement modifier. On le disait au début sur le fait que le confinement puisse inspirer la création artistique. Et effectivement, ça va même changer la perspective qu'on aura de certaines œuvres, de dire, ah ouais, en fait, non. En fait, non. Exactement. Donc, une deuxième question. On a les conseils cinéma, donc là, bien dans l'ambiance. L'auteur que vous n'auriez pas aimé être. Vraiment, bon, vous n'avez pas envie d'être lui. Alors attends, qu'est-ce que je pourrais... Il y en a plein que je voudrais pas être. Je suis pas trop les nouveautés, vous voyez. Je lis beaucoup de classiques. Yann Moix, j'aime pas trop. J'avais essayé. Juste avant de passer chez Ruquier, du coup, étant très professionnel, et j'avais voulu... C'était ma première télé, je me dis, bon... comme Grasset, c'est l'édition de Yann Moix. J'aurais demandé la totale, donc j'avais tous les livres de Yann Moix, et donc j'en ai lu, j'avais pas tout lu, mais presque tout lu, et j'avais pas trop aimé, j'aimais pas trop son univers. Donc voilà, je dois répondre Yann Moix, mais bon, j'ai rien contre l'homme, hein, mais voilà, si je dois répondre, voilà, Yann Moix. On le salue, sinon regardons, on l'embrasse. Donc, cinéma, littérature, musique. Vous n'avez le droit d'écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de votre vie. Vous choisissez laquelle? Je sais pas, alors là, j'ai aucune idée. Moi, je suis très rap, âge d'or du rap français, années 90. Okay. Voilà, j'écoute beaucoup ça. Je sais pas, c'est pourquoi d'ailleurs, mais donc voilà, ça serait plutôt des musiques comme ça. Je sais pas pourquoi ça me donne la pêche, cette musique. Et puis c'est une musique de langue, c'est ça qui est bien aussi. C'est des mots, le rap. Et eux, ils inventent une langue, vous voyez. Ils inventent une langue qui est intéressante. Et ces derniers temps, à la limite, c'est presque qu'eux qui ont inventé une langue que je trouvais intéressante, notamment les premiers. Aujourd'hui, je connais beaucoup moins le rap d'aujourd'hui, qui je trouve est devenu très pop, très voilà. Et c'est une évolution comme une autre. J'ai pas de problème avec ça. Mais à l'époque, il y avait quelque chose une revendication, et donc il y avait une langue où ils transforment les mots, où ils le mélangent avec l'anglais. Et c'était assez intéressant. Donc voilà, comme j'écoute ça, bah voilà, c'est ça que je prendrais, quoi. L'école du livre d'argent jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, exactement. Alors, exactement.
On revient du côté des romans. Vous avez la possibilité d'être réincarné en un personnage de roman. Vous choisissez lequel? Oh, bah, Ferdinand. Voilà, Céline. Le personnage de Céline. Du voyage Avec toutes ses ambiguïtés, mais je m'en fous. L'ambiguïté, c'est bien, c'est la littérature, l'ambiguïté. Donc, oui, Ferdinand, c'est sûr. Ouais. Vous vous engagez quand même dans la Première Guerre mondiale, même pas peur. Ouais, non, c'est vrai que c'est une vie pas terrible, mais bon, en plus, c'est vie pauvre, puisqu'il vit passage des panoramas là à Paris, fils de petit commerçant, il galère comme un fou, on lit dans Mora Crédit, il va en Angleterre, il va en Afrique et tout, il galère pas mal, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est tellement beau ce qu'il fait que je m'en fous, ouais. J'aurais eu une vie de merde, mais au moins dans des romans magnifiques, donc c'est ça le plus important. C'est vrai, la balance pèse du bon côté. Ouais. Alors, cette question, je l'avais écrite avant notre vidéo, mais je crois que la réponse, elle est toute trouvée. Yann Moix ou Christine Angot? Ah, c'est pas évident. Avec Christine Angot, j'aime beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle aussi, elle travaille la langue. Et pour le coup, moi, je trouve que c'est Un amour impossible. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'était un très très beau livre. J'avais lu l'Inceste d'elle, j'en ai lu plusieurs, et je trouve que j'aime beaucoup cet auteur parce qu'elle travaille la langue à travers peut-être son cas, mais c'est son cas qu'elle décortique tellement et sa langue qu'elle décortique tellement que ça en devient vraiment intéressant. Moi, je trouve que ça fait partie des auteurs très intéressants. Je sais c'est la mode de la critiquer. Apparemment, elle est un peu spéciale, mais ça, je m'en fiche. Je la connais pas. De toute façon, on s'en fiche des auteurs. Hein. Finalement, on s'en fout de la vie des auteurs. Ce qui est intéressant, ce sont les livres. Et les livres de Christine Angot, moi, je les aime beaucoup, oui. Oui, donc la réponse est toute faite. Oui, Christine Angot. Donc, Christine Angot, c'est à 100% pour Yann Moix ce soir. Ouais. La totale. Ouais. Alors, sans transition, hein, vous pouvez encore le choisir, mais là, ça va être chargé. L'auteur qui est un peu surcoté selon vous. Alors, peut-être du côté des classiques. Non, elles sont dures, vos questions. Surcoté du côté des classiques. Je regarde ma bibliothèque, là. Okay, là et là. Surcoté du côté des classiques. Bah, moi, Sartre, les romans de Sartre, je les trouve très surcotés. C'est un type extraordinaire parce qu'il a mené toute une génération. C'est un type génial qui a écrit aussi des choses géniales sur des essais géniaux sur Genet, par exemple, Jean Genet, que j'aime beaucoup. Voilà, qui a fait aussi des articles, qui a des engagements. Donc c'est un type incroyable. Hein. Il s'agit pas de. Mais ces romans, je les trouve pas extraordinaires. Et notamment pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure. C'est par exemple quand il écrit La Nausée, il écrit pour faire passer l'existentialisme. Il s'en fout de ses personnages. Lui, il veut caser l'existentialisme dans son roman. Tout le reste, il s'en fiche complètement. Et du coup, ça m'intéresse un petit peu moins. Et je trouve que ces romans sont sans doute un peu moins intéressants que tout ce qu'il a fait par ailleurs et que le personnage même, qui est un personnage incroyable. D'accord. Donc, les romans de Sartre, la personnalité médiatique qui vous agace. Il y en a marre, on la voit trop, elle vous agace. Bah, tout, elle m'énerve, en fait. J'aime pas regarder la télé, ça m'énerve, en fait. Je sais pas, Zemmour est agaçant. Zemmour est agaçant. C'est un personnage, hein, il fait partie du paysage médiatique. C'est très bien. Hein. Il défend un certain nombre d'idées qui lui appartiennent. C'est très bien comme ça, mais il est agaçant à force d'intervenir. Enfin bon, on le voit partout en plus. Donc, voilà. Et lui comme d'autres, en fait, j'en sais rien, mais bon, il y en a plein qui sont énervants, quoi. Oui, par l'omniprésence, c'est vrai qu'on voit beaucoup, on voit souvent les mêmes têtes de ces personnes. Ouais, on voit très souvent les mêmes têtes, ouais. Et enfin, parce qu'on est là pour la littérature, le conseil, le livre à lire d'urgence, votre conseil de lecture pour la fin du confinement. Le conseil de lecture, au-delà de la relecture, qu'est-ce que j'avais préparé? Ah bah tiens, voilà, ça j'avais adoré ça. Chronique d'une station-service, est-ce qu'on le voit? Oui. Ah, Chronique excellent, je l'ai lu il y a pas longtemps, ouais. Excellent. Ouais. Ah bon, j'ai adoré ce livre. Voilà, livre très léger, un mec qui tient une station-service. C'est sous forme de petits paragraphes très courts, souvent bien sentis, très drôles, plein d'esprit, plein d'humour, tout en restant léger. Voilà, l'histoire d'un type qui tient une station-service, il lui arrive plein de trucs, en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment drôle et pour le coup, si on se sent un peu lourd, au lieu de voir je faisais une légende ou un truc comme ça serait que c'est pas mal. Et pourtant, on a la thématique du confinement qui est pas loin, dans la station-service où il est tout le temps derrière son comptoir avant. Ah ouais, c'est vrai, remarquez, ouais, vous avez raison, ouais. Sauf qu'il rigole, enfin, lui, il rigole pas tant que ça, mais nous, on rigole, quoi, en lisant le livre, quoi.
Clairement, très très bon moment, effectivement. Voilà, je ne peux que adhérer à ce conseil. Et on arrive en tout cas à la fin de notre nouveau numéro d'apéro pistache et littérature. Emmanuel, merci beaucoup. Franchement, je me suis régalé, c'était super, merci beaucoup. Merci Rémi, c'était très sympa. On s'est régalé, donc n'oubliez pas, les peaux rouges, jetez-vous dessus, parce que le racisme, malheureusement, on n'a pas fini d'en parler dans notre société. Pour dégonfler un peu le sujet, il y a les peaux rouges et il y a bientôt Walter Kurth était à pied. C'est une affaire de jour, on l'espère. Emmanuel, merci. On va vous suivre forcément en librairie. On va reparler de vous sur Lettres et Billes, donc on ne se quitte pas. En tout cas, bonne soirée, merci beaucoup et à très bientôt. Merci Rémi, merci beaucoup. Salut à tous, au revoir. Au revoir.